muséums ont certes des collections, mais ce qui va faire aussi leur richesse et leur diversité, ce sont les équipes qui constituent ces différents établissements. En effet, en fonction des expériences de chacun, des souhaits de travailler sur tel ou tel type de collection, on va développer des sujets de recherche, des expositions et de la médiation scientifique et culturelle qui vont être spécifiques à chacun de nos muséums. Alors l'intérêt d'avoir des collections pédagogiques, comme celle qui se trouve à côté de moi, c'est que le public va pouvoir se confronter à l'animal réel. Si on prend l'exemple de la foulque et de la poule d'eau, donc ce sont deux oiseaux qu'on peut rencontrer très facilement en bord de Loire, et bien là on va pouvoir directement se rendre compte que même si ce sont des oiseaux qui ont un mode de vie assez proche, une niche écologique identique, eh bien on va avoir des pattes qui sont quand même assez différentes finalement, avec des pattes plutôt adaptées à la nage chez la foulque avec ses pattes foliées en forme de feuilles, et au contraire des pattes avec des doigts très allongés chez la poule d'eau qui vont lui permettre de se déplacer plus facilement sur la végétation aquatique. Le musée présente aussi des dioramas, donc c'est une présentation beaucoup plus contemporaine qui permet de présenter l'animal dans son milieu. Donc ça a été essentiellement constitué dans un but pédagogique pour accueillir les classes, et ça nous permet à la fois d'utiliser des spécimens naturalisés anciens, et ça nous a permis de compléter ces montages par des nouvelles naturalisations qui ont été réalisées depuis un petit peu plus d'une dizaine d'années. Donc à Blois, on présente les milieux du Loir-et-Cher, du Blésois. Et dans ces dioramas, on présente un petit peu le sol qu'on va trouver, et puis les plantes et les animaux caractéristiques. C'est assez ancien, mais c'est très pédagogique pour moi. Et puis, on a voulu que ce soit un musée un petit peu interactif aussi, le plus possible. Et donc, tout autour de vous, on a installé ce qu'on a appelé les coins des curieux. C'est des coins où on va pouvoir manipuler, on va pouvoir observer avec des loupes, on va pouvoir jouer de manière à approfondir un sujet. Donc, par exemple, comme celui du mimétisme qu'on présente ici. On est ici au rez-de-chaussée du Muséum d'Histoire Naturelle où l'on présente nos expositions temporaires. À l'heure actuelle, nous avons une exposition qui est consacrée donc aux araignées. Elle fait suite aux deux autres expositions, serpents et fourmis, qui sont donc des animaux mal aimés. Alors effectivement, les nacs sont mal aimés, donc c'est pour ça qu'on les montre. On essaye de démystifier un petit peu ces animaux pour les réhabiliter. Et à la fin de l'exposition, eh bien, ces animaux rejoindront nos collections vivantes au premier étage. Quand on a créé l'exposition sur les araignées, on a réfléchi à pas mal de manips pour justement illustrer certains thèmes qui sont parfois compliqués, comme par exemple la prédation, puisque les araignées sont des prédateurs et donc chassent des proies. Et donc là, par exemple, devant nous, on a une petite manip, un atelier, où les visiteurs, et notamment les plus jeunes, peuvent s'approprier ce thème qui n'est pas forcément très simple. Et donc là, on voit dans cette manip une araignée qui tisse une toile piège, où la proie va être prisonnière, et donc l'araignée est alertée par les fils de soie et donc va venir capturer la proie. Et on a comme ça une dizaine de petites manips qui illustrent à chaque fois différents thèmes sur les araignées, différentes caractéristiques importantes. Alors le but de l'exposition n'est pas forcément de montrer que des araignées exotiques, des mygales, des veuves noires. L'objectif était également de mettre en lumière les araignées qu'on retrouve chez nous et qu'on a l'habitude de côtoyer. Donc là, dans cette manip-là, par exemple, on présente une maison de poupée qui représente la maison lambda avec la salle de bain, la cuisine, voilà, les différentes pièces. Et à chaque fois, en fait, quand on appuie, on peut voir une pièce s'allumer avec les différentes espèces qu'on retrouve dans cette pièce-là. Donc, par exemple, on peut voir la tégénaire qui se retrouve dans le salon, le pholque phalangite qui est dans la cuisine, et ainsi de suite. Et donc, ça permet de connaître les différentes araignées qu'on retrouve chez nous. Donc là, on en a 9 espèces, par exemple, qu'on met en lumière. Les coulisses d'un muséum sont toujours surprenantes et attractives pour le public. Et donc on a essayé aussi de montrer ces coulisses et de montrer les métiers qu'on ne voit pas forcément dans un muséum, qui sont derrière les murs et qui sont pour autant essentiels au fonctionnement d'un muséum. Donc on a beaucoup travaillé à ce décloisonnement des métiers qu'on peut voir notamment dans notre grand atrium et autour de cette grande vitrine des collections où on peut voir les équipes travailler. Alors au Muséum d'Orléans, on propose à notre public des visites flash. Ce sont des visites de 15 à 20 minutes sur un point précis du parcours et à travers laquelle on va pouvoir aborder un point plus précis
et discuter avec le public d'un sujet en particulier. Parmi les visites qu'on propose, on a notamment la visite sur la vitrine des collections qui se trouve donc juste derrière moi, où on va aborder avec le public notre vitrine qui se veut ouverte et donc visible par le public, qui est quelque chose d'habitude plutôt fermé et caché, donc à l'abri des visiteurs. L'idée, ça va être de leur montrer un peu les typologies de collections que l'on conserve dans un muséum et aborder avec eux les différents paramètres aussi qui sont nécessaires de prendre en compte pour conserver sur des dizaines, voire des centaines d'années, tout ce patrimoine naturel. Parmi les typologies de collections qu'on a au Muséum d'Orléans, on va y retrouver notamment des collections entomologiques, donc des insectes, comme cette chrysomèle. Et pour montrer ça de manière plus près à notre visiteur, on va avoir avec nous, pendant la visite flash, quelques petits objets de collection à lui montrer et qui représentent en fait ce qu'on voit dans la vitrine. On va avoir également d'autres typologies, comme ce moulage de champignons, qui a aussi une valeur patrimoniale, car conservé au muséum depuis déjà plusieurs centaines d'années. Un paramètre à prendre en compte pour la conservation des spécimens, c'est la lumière. Lorsqu'elle est mal contrôlée, cela peut causer des dommages sur nos spécimens, et c'est notamment le cas avec nos collections entomologiques. J'ai avec moi ici une boîte dans laquelle il y avait des papillons, et on voit qu'autour des silhouettes de papillons, le papier a jauni. Et il faut imaginer que les papillons aussi ont jauni. Et pour contrôler ça, et donc éviter ce problème-là, on utilise un appareil, un luxmètre, que l'on montre du coup pendant nos visites flash, et qu'on fait passer aux visiteurs pour qu'ils puissent se rendre compte eux-mêmes de l'intensité de la lumière sur nos collections et donc de l'importance du contrôle de ce paramètre-là pour conserver nos spécimens sur le long terme. Une autre manière d'interagir avec la vitrine des collections, c'est au travers d'audiovisuels, ici avec un écran numérique et tactile que vous pouvez également retrouver au deuxième étage. Et pour attirer le regard du visiteur, nous avons fait le choix avec l'équipe scientifique de représenter une boîte d'entomologie avec en fait un papillon légèrement animé pour vous attirer et vous inciter à utiliser ces médias. Sur cet audiovisuel, vous allez pouvoir trouver des informations sur la conservation des collections de différentes typologies que vous pouvez retrouver dans un muséum d'histoire naturelle, mais on a voulu également avec l'équipe scientifique aller un petit peu plus loin et présenter des faits insolites, comme notamment avec la collection d'ostéologie, avec l'ours. Et pour aller plus loin, on a voulu présenter de manière un petit peu fun un fait assez rigolo sur les mammifères qui ont tous le même nombre de vertèbres cervicales, mais c'est la taille qui compte et qui fait la différence, notamment entre l'ours et la girafe. Alors, on a tendance à croire qu'un muséum surnaturel c'est figé. Et en fait, non, on évolue au fur et à mesure que le monde évolue, les sciences évoluent, la nature évolue. Et donc on va à la rencontre de notre public avec un outil qu'on a appelé le Muséum Nomade, qui va nous permettre d'aller en bord de Loire, dans les jardins, pour rencontrer notre public. Donc une des particularités du Muséum de Blois, ça va être l'outil qui se trouve à côté de moi. Donc le Muséum Nomade, c'est un outil qu'on a mis en place il y a quelques années maintenant. Donc c'est une charrette tout simplement qui est attachée à un vélo. Et donc cet outil va nous permettre de rayonner aux alentours du musée et de transporter du matériel et même des belles quantités de matériel, comme la longue vue qui se trouve à côté de moi ou des jumelles. Donc là ici, un exemple, derrière moi vous avez Blois et donc la Loire. Et donc ces outils, on va les mettre à disposition des personnes qui arpentent les pistes cyclables. Donc là on est sur le tracé de la Loire à vélo et des châteaux à vélo. Et donc les touristes notamment vont, s'ils le souhaitent, s'arrêter et échanger pendant 5, 10, 15, des fois une demi-heure. Donc voilà, on essaie de se mettre à disposition du public et peut-être de leur donner envie ensuite de venir au musée qui se trouve au centre-ville. Alors l'intérêt de pouvoir mettre à disposition de tel matériel, eh bien, c'est justement que les touristes qui ne sont pas forcément équipés vont pouvoir observer de plus près la faune qu'on a la chance d'avoir dans le Val-de-Loire. Donc là par exemple, si on s'intéresse un peu aux oiseaux qui se trouvent sur l'île juste en face de nous, eh bien, on va pouvoir observer la diversité des oiseaux ligériens. Donc que ce soit les mouettes, moitrieuses, mélanocéphales, ou des sternes, naines ou pierres-garins qui viennent nicher sur cette île. Et d'autant plus, ces deux dernières espèces qui sont protégées, ça va pouvoir aussi nous permettre, par exemple, de parler de la protection de ces espèces justement. Le muséum est sollicité pour intervenir à l'extérieur, sur le terrain,
dans un certain nombre de cas, dans le cadre notamment de l'aménagement du territoire. Et nous verrons avec Amélie et Alexandre l'un de ces cas autour de la rocade. Récemment, le Muséum de Bourges a été sollicité pour le tracé de la future rocade nord, qui justement doit passer à proximité d'un massif forestier, ou qui est justement connu pour être une zone de chasse pour les chauves-souris. Et ces chauves-souris, certaines d'entre elles viennent du centre-ville, et leur tracé, pour aller rejoindre leur zone de chasse, passe par le tracé de la future rocade nord. Donc la problématique qui s'est posée, c'était comment faire pour conserver cet axe de déplacement sans qu'il y ait de perturbations par rapport à la future rocade nord. Puisque le risque, c'est justement les problèmes avec les collisions. Puisque les chauves-souris peuvent se faire taper par les voitures ou les camions, comme n'importe quel autre animal. Donc ce qui a été proposé par le Muséum de Bourges, ça a été de mettre en place un passage souterrain pour que les chauves-souris puissent quand même rejoindre leur site de chasse sans justement être percutés par les véhicules. Donc le chantier de la rocade de Bourges nous intéresse nous d'un point de vue géologique, vu que ça va être des appareils de chantier qui vont raboter tout ce qui est couche de surface et nous permettre d'atteindre des couches qui sont normalement beaucoup plus en profondeur, mais qui vont remonter par l'effet de différents mouvements tectoniques géologiques, et on va pouvoir trouver énormément de matériel différent dans ces couches-là, et notamment des couches du coup plutôt anciennes, du Jurassique, comme le calcaire creux de Bourges qui va remonter dans les zones de la rocade. Et donc on a intérêt à y aller nous, vu que ça va être du matériel qui va être très facilement accessible par tous les engins qui vont travailler dans ces zones-là. Pour la petite histoire, ce vivarium a été créé par la création donc, de la fourrière en 2007. On a été donc fourrière sur les nouveaux animaux de compagnie au niveau départemental. On a accueilli beaucoup d'animaux, on a recueilli pas mal d'animaux qui se retrouvaient vagabondants sur la voie publique, mais également issus de saisies, de personnes qui les détenaient illégalement. Et puis on s'est dit, que faire de ces animaux que l'on avait? Pourquoi ne pas les montrer au public? C'est pour ça qu'on a créé donc ce vivarium à peu près en 2007. Ce vivarium a évolué en 2012 où il y a beaucoup plus de terrariums, beaucoup plus d'animaux, beaucoup plus d'espèces présentées. Alors les animaux qu'on a ici au sein du musée, il faut savoir que c'est bien souvent des animaux qui sont protégés. Donc on a une partie de la législation aussi qu'il faut appliquer. On a des animaux qui arrivent ici au muséum sans papier, ils ne partent pas avec leur papier. Donc on a toute une procédure de régularisation pour pouvoir présenter au public ces animaux. Donc ce n'est pas aussi simple que ça, que de se dire on recueille des animaux et on les présente. On a toute une partie réglementaire aussi à respecter et à faire appliquer. Donc, ça, c'est aussi une partie de notre métier au sein du muséum. Et puis en plus, ces animaux peuvent nous servir pour nos présentations. On a des présentations aussi, des expositions temporaires. En ce moment, on a une exposition sur les araignées. Donc voilà, les collections araignées font partie donc, du vivarium. Le petit bruit que vous entendez, c'est un perroquet qu'on a acquis il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine, qui s'est retrouvé sur le bord de la route, donc qu'on a recueilli. Et puis, donc, comme je vous disais, les animaux, on peut s'en servir aussi pour nos expositions temporaires. Et puis on s'en sert également pour faire les formations. On forme tout le corps des sapeurs-pompiers. Donc moi je suis formateur chez les sapeurs-pompiers, donc on se sert aussi de ces collections pour les former et les préparer justement à retrouver ces animaux sur la voie publique. Et puis surtout, le vivarium sert pour toute la pédagogie. C'est justement de sensibiliser les gens qu'on a une biodiversité assez importante sur la planète et que posséder un animal, c'est aussi un devoir, qu'il y a des réglementations qui sont à appliquer, un environnement et ce n'est pas si simple, donc il faut bien réfléchir avant d'acquérir cet animal. C'est un peu dommage après de l'abandonner quand on n'en a plus envie et plus les moyens de s'en occuper. Derrière nous, on peut observer un iguane. Alors cet iguane, on l'a récupéré sur la voie publique, il était chez une personne. Donc les pompiers sont intervenus, nous avons récupéré cet animal. C'est un animal qui est en vente libre en animalerie. Alors quand vous l'achetez, vous pouvez l'acheter de toute petite taille. Par contre, c'est un animal qui va devenir de très grande taille, vous voyez, plus de 2 mètres de long. Il va lui falloir un terrarium très grand et malheureusement, eh bien, c'est souvent le cas, c'est que les gens n'ont pas les moyens de détenir cet animal lorsqu'il vieillit, il devient plus agressif aussi, et donc on l'abandonne. Donc nous, notre mission, c'est de bien faire prendre conscience aux gens que l'achat de cet animal, c'est un achat qui doit être raisonné et qu'il faut bien réfléchir parce qu'il faudra le détenir pendant 20 ans tout au long de sa vie et de ne pas le relâcher surtout sur la voie publique. Donc chaque année, plusieurs centaines de milliers de logements sont rénovés pour les rendre plus efficaces au niveau thermique.
Le problème, c'est que des chauves-souris aiment se mettre dans les disjointements des immeubles, dans les espaces au-dessus des fenêtres, etc. Donc quand on vient rénover un bâtiment, on vient colmater toutes ces fissures, tous les disjointements. Donc la question qui s'est posée, c'était de sauver les chauves-souris qui étaient dans les bâtiments rénovés. Donc le Muséum de Bourges a proposé justement un nouveau concept de nichoir, donc, que l'on voit ici. C'est un nichoir que l'on vient intégrer dans la façade du bâtiment, dans la nouvelle isolation thermique. Il est totalement entouré par l'isolation et par-dessus, on vient poser le nouveau bardage. Donc de l'extérieur, tout ce qu'on peut apercevoir, c'est uniquement cette fente horizontale, comme une fente de boîte aux lettres. Et donc les chauves-souris, après travaux, ont toujours un espace pour elles, pour venir s'y installer. Donc ce concept a été mis en place pour la première fois en France par le Muséum de Bourges sur le site de l'IUT de Bourges. Donc c'est un bâtiment qui a été rénové, donc avec une nouvelle isolation thermique par l'extérieur. Et donc le Muséum de Bourges a proposé d'installer 6 nichoirs répartis de part et d'autre sur le bâtiment. Donc nous avons fait un suivi de la colonisation de ces nichoirs et les retours sont extrêmement positifs puisque la totalité des nichoirs est occupée par les chauves-souris. Donc le concept est validé et désormais on peut le diffuser au niveau national puisque c'est une première en France. Il fonctionne et ça peut permettre justement d'accueillir des chauves-souris dans d'autres bâtiments qui vont être rénovés. Donc l'équipe actuelle du musée de Châteaudun est en place depuis plusieurs années et donc nous avons pris le temps d'étudier les collections, d'étudier l'origine, d'étudier la constitution des collections. Et ce que nous souhaitons actuellement, c'est pouvoir restituer auprès du public, tous les publics possibles, quel que soit le support, que ce soit lorsqu'ils visitent le musée ou que ce soit par le biais d'un site internet. Nous souhaitons restituer en fait les connaissances que nous avons pu acquérir pour permettre au public de prendre en compte toutes les données que l'on peut avoir sur les collections du musée. Dans les métiers du muséum, il y a des métiers qui existent déjà, concepteurs d'exposition, gestionnaires de collections, ce qu'on appelle des régisseurs. Et aujourd'hui, la stratégie des établissements muséals, c'est de renforcer la formation, la professionnalisation des agents qui remplissent ces missions, afin évidemment d'augmenter l'efficacité des actions. Il y a une autre approche qui est l'arrivée de nouveaux métiers, notamment un fort développement de la médiation et notamment de la communication numérique. Et les événements récents ont montré l'intérêt aussi de ces outils, quelque chose de fortement renforcé, c'est-à-dire la transmission, la médiation envers tous les publics des connaissances accumulées par les musées. Les muséums n'ont jamais été autant dans l'actualité qu'aujourd'hui. Par le biais des collections qu'ils ont amassées au cours du temps, ils donnent des informations sur les questions de changement climatique, de biodiversité, d'impact de l'homme sur son milieu et sur les paysages. Aujourd'hui, toutes ces collections permettent à des visiteurs qui ne sont pas des spécialistes, qui ne sont pas les naturalistes ou les scientifiques que l'on avait par le passé, de venir, de découvrir et de se questionner par rapport à ces grands enjeux de société. L'un de ces exemples qui montre ce brassage des publics est celui que nous avons derrière avec cet arbre qui a été réalisé par 4 jeunes adultes qui sont en hôpital de jour à l'hôpital George Sand avec la mission locale qui a permis de valoriser professionnellement leur parcours et l'artiste Gilles Gabry qui a aidé à fabriquer cet arbre, cette place du village, cet arbre au palabre. Alors, l'avenir du Muséum de Tours, c'est de continuer à proposer une ouverture sur le monde, à fournir effectivement de la connaissance, à transmettre des informations scientifiques objectives, éclairées, à une époque où effectivement on croule sous les fake news. Et notre but, et c'est par exemple le rôle de la bibliothèque du muséum qui est accessible à tous, c'est d'avoir accès à cette information, à cette connaissance. Au Muséum d'Orléans, on vient de rouvrir et pourtant on se projette encore dans nos futurs, dans les futurs peut-être des muséums aussi, avec le développement en cours d'un projet de tiers-lieu. Donc sur cet espace où on se trouve ici, le 4 tiers, un tiers-lieu, donc un espace de vie, un espace que doivent s'approprier un certain nombre d'acteurs, de partenaires, mais bien sûr aussi le grand public pour que ce projet puisse voir le jour. Parmi les enjeux qu'on souhaite travailler ici, il y a notamment le rapport entre le musée et le public et plus largement le rapport entre ceux qu'on appelle les sachants et ceux qu'on appelle les non-sachants. Et on souhaite vraiment aujourd'hui aller vers un partage des savoirs, un partage de la culture scientifique et permettre à tous finalement de trouver une place dans cet échange des savoirs.
On souhaite aussi travailler les notions d'esprit critique et de lutte contre le prêt-à-penser au travers diverses actions, certaines qui sont encore à mettre en place et d'autres qui sont déjà présentes dans cet espace de tiers-lieu au 4 tiers. Et notamment, j'ai à l'esprit un facsimilé de campagne électorale qu'on a réalisé autour du tardigrade. Donc on a un petit slogan « Votez tardigrade ». Pour nous, c'était un moyen de présenter un biais cognitif qui est un biais de simple exposition où plus on voit quelque chose, plus on va avoir tendance à y adhérer. Et donc finalement, c'est aussi au travers d'actions de ce type qu'on va pouvoir permettre à chacun d'avoir davantage de clés en fait, pour se saisir des enjeux qui sont autour de lui dans son environnement.